On plonge? Bah ouais, ouais. Non. Non, la baignade est interdite. Alors ici, par temps clair, je crois qu'on peut voir plusieurs îles de l'archipel. Bizarrement, il y a un petit côté Bretagne. Oui, c'est un peu ça, ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de Bretons qui sont arrivés ici. Mon nom, Desvarieux, ça vient de Bretagne. C'est vrai? Ouais, absolument. Alors nous sommes en Guadeloupe. On est très contents d'être là. L'île, elle a été découverte en 1493 par Christophe Colomb. C'est le premier Européen qui est arrivé ici. On est à 1 heure de Pointe-à-Pitre. Combien il faut de temps pour faire le tour de l'île? Moi, je dirais une journée, mais en fait, il faudrait un mois parce qu'il y a plein de curiosités à voir, quoi. Moi, je ne connais pas. Hein, tu vois. Ouais. Oh, ouais, non, moi, je demande aux touristes qu'est-ce qu'il y a à voir ici, et puis ils m'amènent. Ici, on est d'abord guadeloupéen avant d'être français. Vu la façon dont on est arrivé ici, vu tout ce qui s'est passé, ben voilà, nous, on vit avec notre histoire, et même si elle est liée à celle de la France, il y a des moments très douloureux, quoi. Donc, voilà, on est d'abord guadeloupéen, clairement, quoi. Moi aussi, je suis un petit peu guadeloupéenne. Ah oui? Parce que je me sens très très bien ici, je me sens un peu chez moi. Ben, bienvenue chez toi. Bonjour Jacob Desvarieux. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous en Guadeloupe, dans ce département français d'outre-mer qui se trouve à 7000 km de Paris. Vous êtes une légende du zouk. Évidemment, dans cette émission, on va revenir sur votre carrière avec le groupe Kassav. Mais avant, vous avez eu envie de nous emmener au Memorial Act. Le Memorial Act, c'est un haut lieu de réconciliation, de mémoire et aussi de recueillement. J'espère que ce lieu-là, justement, va permettre de réconcilier tout le monde et de nous réconcilier avec notre histoire. On y va alors. Je crois que c'est par là, parce que sinon, le chemin le plus court, c'est peut-être là, mais on va y aller par là. C'est quelqu'un. C'est un gigantesque serpent avec des façades recouvertes d'éclats de quartz noir dont la constellation rend hommage aux millions d'âmes victimes de la traite négrière. Le Memorial Act a été conçu pour être le centre le plus important au monde consacré au souvenir de l'esclavage. Donc c'est vous qui avez réalisé, conçu, imaginé ce magnifique bâtiment. Ce lieu, ce n'est pas n'importe quel lieu. On est sur un site qui est à la fois stratégique et symbolique. Vous n'avez pas choisi cet emplacement par hasard? Non, non, cet emplacement a été choisi par rapport à sa proximité de la mer, sa position sur le port et surtout sur une ancienne usine, l'usine d'Arboussier, qui fabriquait du sucre ici, qui s'est éteinte dans les années 80. Et donc, du coup, la transformation du site en lieu culturel, c'est un vrai symbole. Et puis surtout, ce n'est pas un lamentorium. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un mémorial dans lequel on peut voir l'histoire, mais qui est vraiment tourné vers l'avenir. Et nous plongeons à présent dans cette douloureuse histoire de l'esclavage en compagnie de Thierry Létang. L'esclavage est avant tout, certes, un commerce, mais un commerce de troc. Ces esclaves, ces hommes, ces femmes sont échangés dans ces ports négriers contre des produits manufacturés qui nous viennent d'Europe. Ces gens, cette marchandise humaine, sera embarqués, véritablement concentrés dans des bâtiments. Ils ne peuvent pas se mettre debout et ils vont rester à fond de cale entre 1 mois et 3 mois. Jacob, on est amené quand même à se projeter dans leur univers, dans leur quotidien et à vivre leur calvaire. Je crois que quand on a vu ça, on peut imaginer toutes les séquelles qui peuvent rester des siècles après. Parce que ça n'a jamais été ni commenté, ni quoi que ce soit. Nous, jusqu'à maintenant... Donc les plaies ne sont pas cicatrisées? Non, clairement non. La liberté est un mets pour lequel l'estomac des nègres n'est pas préparé. Entre 1794 et 1802, la Guadeloupe va connaître 8 ans de liberté. Elles vont malheureusement se terminer par le rétablissement de l'esclavage par les troupes de Bonaparte en 1802. Les Guadeloupéens vont résister et préfèrent se faire sauter plutôt que de se rendre aux troupes esclavagistes de Bonaparte. C'est vrai que je n'ai pas le souvenir que dans nos manuels d'histoire, on ait eu connaissance de ce chapitre de l'époque napoléonienne. Ça, je ne peux même pas imaginer qu'il ait pu faire des trucs pareils, quoi. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Hein. Mais non, c'est pas possible. Pas lui. Pas le mec qui est le héros de l'histoire française.
Alors nous sommes ici dans la dernière salle qui nous parle un peu de l'esclavage moderne. Les ONG nous disent qu'actuellement, il existerait 30 millions d'individus qui seraient dans des conditions proches de celles de l'esclavage historique. Et c'est notre devoir, en tant qu'afro-descendants, en tant que descendants d'esclaves, d'être particulièrement vigilants sur cette question. Pas parler de Jacob Desvarieux sans parler de Cassave, donc on va commencer par là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment le groupe s'est constitué à l'aube des années 80? Alors, c'est très simple. C'était une idée complètement mégalo de Pierre-Édouard Décimus, hein, pas moi. Hein. Il voulait faire un groupe qui fasse de la musique antillaise, qui soit écouté par les Antillais et, si possible, que soit écouté par le reste du monde. Alors, je dis mégalo parce que la musique qui passait à l'époque dans le monde entier, c'était la world music, en fait, pour nous. Qui est en général une musique anglo-saxonne avec quelqu'un qui parle dans sa langue, qui chante dans sa langue, sur la musique anglo-saxonne, jamais dans l'autre sens. Et nous, on ne voulait pas être mélangés à ça, donc on s'est dit non, nous on fait de la musique antillaise parce qu'on est antillais. Les Antillais, il faut qu'ils nous acceptent. Hein, et puis après, bon, si le reste du monde prend, super. Voilà, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, votre musique, vous la baladez un peu partout sur la planète. Est-ce que vos messages ont changé? Non, pas vraiment. On est toujours sur des batailles pour l'écologie, pour je sais pas, les places des femmes dans la société, des trucs de tous les jours, des trucs de politique, etc. On n'est pas des revendicateurs avec un sabre à la main ou une kalachnikov. Mais on essaie de faire avancer nos idées. On dit souvent que vous êtes le leader du groupe. C'est vrai? Ouais, on dit ça souvent, ouais, c'est vrai. Mais dans la réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire c'est-à-dire que on dit le leader parce qu'on me voit à la télé, on me voit faire des interviews, par exemple. Donc on suppose que je suis le leader, pas du tout. Parce juste, que vous chantez aussi. Oui, mais c'est un peu comme si je vous disais le porte-parole du gouvernement, c'est lui le chef du gouvernement. Non, c'est lui qui vient parler. Alors qui fait quoi dans le groupe? Tout le monde fait quelque chose. Tout le monde fait ce qu'il sait faire, là où il est le plus à l'aise. Lorsque vous avez débuté avec Cassave, vous aviez déjà un bagage, vous étiez arrangeur, vous aviez déjà monté un groupe de rock avec des copains marseillais. La musique, c'était votre ADN dès le départ? Au départ, moi, je n'avais pas du tout ni l'intention, ni quoi que ce soit. Bon, c'est que ma mère m'a offert une guitare, parce qu'elle trouvait que c'était moins dangereux qu'un vélo. Hein, bon. Parce qu'elle trouvait que c'était moins dangereux qu'un vélo? Oui, j'avais 10 ans. Bon, elle s'est dit, ah non, vélo, trop dangereux, tout ça. Bon. Et puis après, on a eu un voisin, quand on a été habité au Sénégal, qui lui jouait de la guitare, c'était un professionnel, bon, et il se servait de ma guitare. Et tous ses petits frères savaient jouer un morceau. Alors du coup, moi j'étais jaloux. Donc il m'a appris un morceau, puis après j'ai continué, puis je suis revenu à Marseille. Là j'ai rencontré des copains de classe qui jouaient aussi de la musique, plus ou moins. On a monté un groupe comme ça, pour rigoler. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué, quoi, jusqu'à jouer avec d'autres groupes, d'autres artistes. Et puis finalement, je suis monté à Paris parce que, vu de province, quand on monte à Paris, c'est que là, on va à l'endroit où il y a tous les meilleurs du monde et on a une chance de réussir, quoi. Voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de chance après. Vous avez derrière vous au moins 3 décennies de scène. Vous avez joué un peu partout dans le monde. Quelle est la chanson, quel est le titre dont vous êtes le plus fier? Je dirais Zoukla Sessel Médicament Nouni, parce que voilà, c'est celle qui a fait le plus gros succès, alors que c'est la plus simple, en tout cas musicalement, hein, c'est une note, on ne peut pas faire plus simple. Zoukla Sessel Médicament Nouni, Zoukla Sessel Médicament Nouni, Zoukla Sessel Médicament Nouni, Zoukla Sessel Médicament Nouni. Vous avez aussi réalisé plusieurs albums en solo. Qu'est-ce qui les a motivés? Au début du groupe, on cherchait comment faire pour occuper le terrain. Comment on avait trouvé une nouvelle façon, enfin un nouveau style, quoi. Il fallait plein de disques pour imposer ce style-là. Donc chacun de nous a fait des disques en solo, en plus des disques de Cassave. L'un de ces albums solo, en 1986, s'intitule Gorée, du nom de cette petite île au large de Dakar. C'est un haut lieu de mémoire. Pourquoi ce titre? Parce que justement, on a été joué au Sénégal. Ouais. Et étant à Dakar, Gorée, c'est en face. Il fallait qu'on y aille. Ouais. On a été, effectivement, ça nous a fait un choc. Parce que nous, Antillais, comment vous dire,
Gorée, enfin en tout cas ça représente vraiment une partie de l'histoire de pourquoi nous on se retrouve de l'autre côté de l'océan, quoi. Et donc ça nous a tous émus, hein. Du coup ça nous a tous inspiré des chansons, des histoires, des émotions et qu'on a remis sur cet album. En 2012, vous avez participé à un documentaire qui s'appelle Noir de France. Pourquoi? On m'a proposé et je trouvais ça intéressant comme démarche. Justement ça permettait de mesurer un petit peu toutes les avancées qu'il y a eu depuis les 40 dernières années. On voit des Noirs qui ont réussi ou pas, qui se débrouillent en France, qui font des choses. Tout ça pour dire qu'on est des Français. Hein. Parce que quand il faut aller à la guerre, on est les premiers qui sont appelés, les premiers qui doivent aller en première ligne. Le reste du temps aussi, on est Français. Voilà. Alors il y a des gens pour qui c'est pas évident. Donc on est obligé de leur rappeler tout le temps. Bon, mais ça avance. Avec votre musique, est-ce que vous avez le sentiment de faire le lien entre les Antilles et l'Hexagone? J'espère. Mais j'ai eu un compliment qui m'a vraiment touché, qui est encore pire que ça. C'est en Afrique, par exemple, on parle souvent d'Aimé Césaire comme étant le lien entre l'Afrique et les Antilles, et pour cause. Bon. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Vous voyez, nous, on a deux liens avec les Antilles. On a Aimé Césaire et on a Kassav. » J'ai dit « Waouh !» J'ai dit « Ouais, là, je peux... Hein ?» Joli compliment, c'est sûr. Vous dites souvent que la musique sert à faire danser les gens. Est-ce que, pour vous, c'est vraiment sa vocation première? Moi, je constate que la musique classique, au départ, c'est pour faire danser les gens. Hein. On a envie de l'intellectualiser aujourd'hui, machin, mais les mecs qui l'ont fait, voilà, à l'époque, ça se dansait. Bon. Le jazz, ça se dansait. C'est justement une danseuse que Jacob a souhaité nous présenter dans son émission, Nati Chico Montella. Elle a été bercée par un univers musical caribéen très éclectique et elle a finalement choisi le jazz pour exprimer son art. Ses guêtres, elle les a traînés de New York à Cuba en passant par Paris. Mais c'est toujours ici, en Guadeloupe, qu'elle finit par revenir danser et nous éblouir. Qui pas parole, qui pas écrit, qui pas les armes, à pas l'amour, qui a pas Bonjour Nati. Ah ouais. Ah ouais, bravo. Nati, tu es née en métropole, mais tes parents sont revenus ici quand tu avais 12 ans et c'est ici, je crois, que tu as compris que ta vie, ce serait la danse. Ouais. Vers 17 ans, j'ai été prendre un cours de street jazz, en fait. Et là, ça a été une révélation parce que je suis tombée sur un professeur extraordinaire. Et à partir de là, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien faire de la scène. Nati, le jazz, comme le hip-hop, vient de la rue. D'ailleurs, ce qui est très à la mode en ce moment, c'est le street jazz, la fusion des deux danses. C'est important pour toi, la culture urbaine dans la danse? C'est important pour moi parce que ça fait appel aux racines, le côté afro en fait, parce que finalement ça vient de là. Que ce soit du jazz, du moderne, du hip-hop ou du traditionnel, il y a des mouvements qui reviennent et qui sont complètement similaires. C'est juste une histoire d'énergie en fait qui est différente. Bon, toi Jacob, tu as absolument voulu nous présenter Nati, c'était Nati, personne d'autre. Qu'est-ce qui te touche chez elle dans sa façon de danser? Bon, alors, je te dis, mais tu lui dis pas. Hein. Non. Bon, alors, l'énergie, la sensualité qu'elle dégage, tu vois, quand elle danse. Ce serait bien que le monde entier soit au courant, quoi. C'est bien. Que chez nous, il y a des trucs qui se passent, il y a, voilà, c'est quand même une terre qui porte énormément de gens qui sont champions du monde de toutes sortes de trucs par rapport à la population qu'il y a. Oui, il y a des danseurs aussi. Je crois que tu as aussi un projet en ce moment à Bagneux, en France, en région parisienne. Ça s'appelle le plus petit cirque du monde. De quoi s'agit-il exactement? C'est le projet de Métis Voix. Donc ils ont voulu rassembler le cirque et la danse. La compagnie, c'est Antipode. Chaque personne intervenante vient d'un coin, d'un bout du monde. Et du coup, pour se rassembler avec sa culture, sa danse et sa technique. Vous faites un petit tour ou pas? Ouais. Allez. Ouais. Allez, un petit cours. On peut danser à trois. Si, pourquoi on peut pas danser à trois? Si, on peut. Une immersion dans un monde d'odeurs et de couleurs. Le jardin botanique de Des Haies nous ouvre ses portes pour un questionnaire exceptionnel au milieu des bougainvilliers, des hibiscus et des nénuphars. Oula, oulé. Oula, oulé, oula, oulé. Le moment où on coupe les cannes. Alors, une fois que les cannes sont coupées, il y a une odeur qui flotte. Il n'y a qu'en Guadeloupe qu'on sent ça. Je dirais le jour où on a fait un concert pour les 10 ans du groupe à peu près,
on nous a remis notre premier disque d'or. Alors, quand on part de, on va dire, de Gosier et qu'on va à Saint-François, à un moment donné, on passe à Sainte-Anne. Il n'y a qu'un seul chemin. Et là, il y a une baie, mais il y a un truc... je ne peux même pas expliquer ça, quoi. N'importe où, mais quand il y a un concert de Kassav, là, c'est sûr que vous allez zouker au milieu de 10 000 personnes et ça va être... bon, oui, je ne peux pas expliquer ça. La nature, le soleil, les odeurs, tout. Le vent, la terre. Paradis. Merci Jacob Desvarieux pour ce Guadeloupe des arts exceptionnels. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Jacob sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit également sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite et on se quitte pour une fois en musique.